etc., etc. Donc un classique, déjà, c'est complètement subjectif. Mais, malgré tout, je pense que personne n'est à même de dire ce qu'est un classique au moment T. Le classique s'impose comme classique avec le temps, avec 10 ans de recul, avec 20 ans de recul. Il y a un côté intemporel, en fait, qui fait d'une œuvre un classique, parce que tu as d'autres éléments de comparaison, des choses qui sont venues après, et finalement cet album, ou ce titre, ou ce bouquin, ou ce film, peu importe, même si le film est en noir et blanc, bah c'est un classique parce que tu prendras toujours autant de plaisir à le voir. Donc il y a aussi la qualité du projet, selon moi. Rachid, tu vas dire C'est très juste, mais là, ce que tu t'introduis, c'est que le classique, c'est qu'un point de vue. Et effectivement, un classique, en termes de génération, pour ceux qui ont plus de 40 ans, bah, on aura forcément les mêmes classiques. Et un jeune de 15 ans, effectivement, c'est vrai que c'est assez juste. Ils ont... En fait, pour moi, le classique, c'est quelque chose qui marque une génération, ta génération. Donc, tu vois, c'est vachement... Quand tu as parlé de classique, je me suis dit, ça reste compliqué comme sujet. Est-ce que les jeunes aujourd'hui connaissent le monde de demain? Je suis pas certain, tu vois. Donc, pour nous, c'est un classique, parce que forcément, on le connaît. Mais... Bon, ouais, moi En même temps, Joey Starr, pour les gamins aujourd'hui, c'est un comédien, c'est même pas un rappeur en fait. Du coup, ils ont presque tout dit. Moi, j'étais surtout sur le côté intemporel. Pour ma part, un classique, et comme ça a été dit, c'est subjectif, très subjectif. Ça va être un morceau qui va rester dans mon... Bon, il n'y a plus d'iPod, ni baladeur, mais bon, qui va rester dans ma playlist longtemps. Parce que, par exemple, pour l'exemple Demain c'est loin, qui est un de mes classiques personnels, on l'écoute aujourd'hui, on se rend compte que c'est la même chose. En fait, pour moi, c'est une histoire de propos dans tout ce qui est art, même une peinture. Si le propos tient encore debout aujourd'hui, alors c'est un classique. Voilà. Je crois que Demain c'est loin, c'est un classique, effectivement. Le propos tient encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir justement par rapport à ça? J'ai Karim juste en face de moi, qui est un grand fan de cette musique, avec qui j'ai écumé je sais pas combien de scènes. Il y a Boué avec sa caméra qui est juste en face. Il y a des micros qui tournent. Je sais pas où est-ce qu'ils sont d'ailleurs. Ils sont juste là, c'est parti. Ça marche, ouais, ça marche. Bonsoir tout le monde. Honoré d'ouvrir le bal. Un classique, c'est... on est âgé maintenant, on arrive à définir beaucoup mieux les choses que quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune, c'était oh, le son arrivait et on avait un comportement de sauvage. On était en soirée, on se comportait comme des sauvages. Et maintenant, quand j'entends un classique, je me comporte comme un sauvage. Je fais attention à ce qui est passé autour de moi pour me voir. Mais s'il y avait des caméras chez moi, il y aurait des millions de vues sur YouTube. Et je ne cherche pas à expliquer. Ça monte d'un coup et puis ça devient... Alors, il y a des classiques français, je ne suis pas très bilingue, anglophone, donc mais bon. Les sons américains, ça reste aussi, moi ça commence avec ça. Et beaucoup plus de sons américains quand j'ai commencé à écouter que de sons français. Il n'y a pas de diffusion française à la radio, donc c'est difficile. Mais un classique, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est un morceau auquel on adhère, mais c'est vrai que c'est temporel. C'est-à-dire qu'un classique, on va prendre Demain c'est loin, c'est 98, un truc comme ça. Si on n'est pas de cette génération-là, je pense pas que ça puisse devenir un classique. Comment t'expliques que pour Samy ce soit le cas justement? Je sais pas quel âge a Je suis en 91, et j'ai 27 ans aujourd'hui. 87 ans, Ayam, ça s'écoute, il n'y a pas de problème. Non mais ouais, il a raison, c'est les grands frères. Et quand on est à fond dans le rap, je pense qu'on redescend, on s'intéresse à nos origines, et forcément on peut se les approprier ces morceaux-là, parce que c'est, je pense, universel, intemporel. Mais ouais, un classique, voilà, pour moi ça va marquer. Moi je vais dire que c'est un classique. Mon gamin, quand il m'écoute de la musique que moi je vais passer, je dis c'est son assaut, Carrie, c'est Fanny. Je modère quand même, parce qu'il y a des trucs. On va y revenir. Et quand il va écouter des sons de mon époque, il va dire c'était pas mal quand même, papa, le rap à l'époque des dinosaures. Et donc, je l'invite à écouter 2-3 trucs, même plus que ça. C'est pas grave de l'animer. Lui, il accroche Demain c'est loin. Donc ça veut dire que pour moi, ça c'est un morceau, c'est un classique.
Carrément, je vais réagir. C'est ça le pire, c'est que pour les nombreux open mic que j'ai fait où c'est vraiment en cours, des fois c'est de l'applaudimètre. Donc c'est le public qui décide. Et c'est souvent quand il y a des très jeunes qui sont venus faire la musique de Sauvage qu'on pouvait écouter à l'époque, la trappe très violente, où ça crie partout, ils sont 10 sur scène, ils aiment beaucoup ce que je fais. Et je pense qu'ils n'ont pas l'occasion d'en avoir dans les oreilles. Quand on parlait de problèmes de médias tout à l'heure, bah, je pense que c'est lié à ça, déjà, le problème de médias. Je pense que c'est que lié à ça en fait. Le problème de médiatisation, on médiatise que le mauvais rap, je pense, aujourd'hui. Tu cherches la bagarre, toi. Juste avant de passer le micro, quand j'écoute un classique, je suis pas rappeur. J'ai jamais osé, mais j'ai l'impression que je suis en train de rapper. Je pourrais presque passer une demi-journée à écrire un texte sur l'instru de Demain c'est loin ou autre, et me mettre devant le miroir et c'est parti. Et c'est vraiment un truc qu'on ressent. J'ai écrit mon premier texte sur Demain c'est loin, à 16 ans. Finalement, on va être très d'accord sur pas mal de choses. D'accord, j'attends la suite. On va s'identifier. Il y a une projection en tant qu'auditeur, et je pense on parlait beaucoup de rap conscient avant, etc. Le rap aussi reflète notre société. À un moment, il reflétait le côté conscient, militant, parce que les premiers groupes, ils étaient clairement politisés. Et du coup, aujourd'hui, il reflète la société de consommation. Donc c'est vrai que pour les auditeurs, il y a une très forte résonance. Et donc finalement, ce que la personne rappe, ça nous impacte, je pense. Juliette, tu valides résonance? Parce que tout à l'heure, tu disais quand même que ça appartenait à une génération. Ah mais... Et en même temps, là, on est beaucoup sur l'affect, en fait, sur le fait que... Mais complètement, mais quand je dis que ça appartient à une génération, ça appartient à... C'est ton univers, c'est très subjectif, mais effectivement, il y a une histoire d'identification claire. Les deux gros exemples, pour moi, en termes... De toute façon, l'art, c'est l'identification, quelque part. Voilà. Ou alors, ça t'interpelle, ça te touche, et puis, chez les artistes, il y a un effet miroir, en fait. James, ça a été dur pour elle, elle a fonctionné, elle a cartonné à juste titre, parce qu'elle est talentueuse, mais d'un seul coup, c'était une femme blanche, pourtant, il n'y a pas de sang blanche, et donc, la petite nana du fin fond de la Creuse pouvait s'identifier à Diams, en fait. Elle aussi, elle pouvait être rappeuse, elle aussi, elle pouvait... Jul aujourd'hui. L'effet Jul, sans parler du développement, chicha, etc., parce que ça vient pas de nulle part, Jul, il a ce côté, pardon, super plouc, voilà, le beauf de la campagne avec son survêt OM, des pieds à la tête, etc., sa voiture tunée, en mode tuning, tu vois, tu peux l'imaginer dans Confession intime, en fait, clairement. Il est super Mais en populaire. réalité... Il est super populaire, quand même. Mais justement, j'y viens. Ouais. Il a quand même eu les victoires de la musique, il a vendu 800 000 albums en 2016 ou en 2017, c'est juste surréaliste à un moment donné. Non pas que je juge sa musique, mais bon, enfin, finalement, je sais qu'il y a quand même d'autres trucs plus qualitatifs, mais ça reste que mon avis. Sauf que, pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, pendant des années dans le rap, il fallait soit déjà venir du 9-3, 9-4, 77 c'était déjà Red, 78 il y avait Express D finalement, et c'est le seul groupe qui a réussi à émerger. En province t'avais NAP, et puis après t'avais Marseille, et encore, mais si tu venais de province déjà tu pouvais pas faire de rap. Si t'étais pas noir à rap, c'est peut-être le seul truc où la discrimination positive elle allait dans l'autre sens en fait finalement, pendant des années. Et puis après t'as eu des rappeurs, le Havre, etc. Mais là d'un seul coup, c'était un peu le côté... et je ne compare pas du tout le talent parce que pour moi c'est incomparable évidemment, mais c'était un peu l'effet Eminem où d'un seul coup un blanc de Détroit, quartier pauvre, très 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 populaire, peut s'imposer au milieu des 50 Cent, etc. etc. Et Jul a réussi à poser ce truc là, et d'un seul coup il y a une histoire d'identification parce que tous les gamins de province qui écoutent en campagne, parce que la France c'est pas que les grosses villes, on a tendance à l'oublier, et la grande majorité vit en province, dans des petites villes ou voire des villages, écoutent du rap, mais d'un seul coup ils se sont retrouvés devant un mec qui peut être le mec qui est avec lui, son pote du PMU du coin en fait, avec qui il se donne rendez-vous en prenant la mobilette en fait, tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a cette identification, et donc l'identification dans l'absolu, dans la musique,
pas forcément dans le rap en plus, dans l'art, c'est super important. Donc, quoi. Et surtout quand tu crées les fans s'identifient en fait. Ça nous fait du bien, donc le rap nous fait du bien. Si je relis là, je relis l'affiche de notre sujet, le rap à force des mots, musique qui nous fait du mal, le fait que ça transcende des barrières sociales, que ce soit dans la campagne ou Dans le 7e arrondissement. Exactement. Donc dans ce cas-là, on peut considérer que le rap est un vrai vecteur de, je ne vais pas dire d'intégration en prenant des mots comme ça, mais c'est que les barrières tombent et que automatiquement, pas n'importe qui, mais je peux aujourd'hui me dire, je m'identifie à ce type, je prends un micro, peu importe d'où j'habite, peu importe ce que j'ai, l'argent que j'ai dans la poche, peu importe, enfin, ça tombe ça. Ça a longtemps, alors pardon je reprends la parole et après je la laisse, mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Moi je recontextualise quand même parce que tu parlais des artistes que j'ai managés Kerry James, j'ai managé Expression Directe, j'ai beaucoup travaillé avec la Mafia Quinfri à l'ancienne, donc Rof, 113, etc. Je travaillais avec Doudou Masta, j'ai fait du management d'artistes internationaux pour les pays francophones dans le monde, donc je m'occupais de Nelly Furtado, de Brick and Lace, de Shaggy, de Chuck Paul. Je fais beaucoup de stratégie et de media training pour des artistes dans l'ombre. Et aujourd'hui, je travaille avec un groupe de rap ivoirien qui s'appelle Kiff No Beat, qui est un énorme groupe en fait, et qui eux sont voilà, en mode 2.0, trap, etc. et tout ce que certains peuvent détester. Le rap fait du bien, oui, moi j'en suis convaincue, on aura largement le temps d'en débattre évidemment, mais le rap aujourd'hui est devenu un style musical. On s'est battu pour ça, on a gagné le pari. À l'époque, le rap c'était un cahier des charges, il fallait le du 9-3, il fallait raconter des choses, c'était une musique contestataire, etc. On a réussi en 30 ans, en vrai, à imposer le style musical, ce style musical qui est le premier style musical au monde et le premier style musical en France. On a réussi à imposer ça. Un style musical, c'est quoi? C'est une musique dans toute sa diversité. Quand tu avais du rock, tu as du heavy metal, tu as du pop rock, tu as des ballades, des trucs un peu plus... tu as de la chanson, mais qui peut être considérée comme du rock, des chanteurs de rock, etc. Tu as vraiment de tout. Le rap aujourd'hui, c'est ça. C'est devenu la variété. Ça a remplacé Lara Fabian, ça a remplacé Florent Pagny, ça a remplacé Pascal Obispo. Tu regardes le top des ventes, sur le top 20, et ben t'en as 18. Les 18 albums les plus écoutés ou vendus, c'est le rap. Dans toute sa diversité. Le rap aujourd'hui, c'est Medine, Kerry James, Niska, Gims, PNL. C'est un style musical. Mais aujourd'hui, on peut considérer que Gims a remplacé Pascal Obispo. Ah ouais, à ce moment-là, c'est de la pop urbaine. Jul, voilà, Jul, il a remplacé Patrick Sébastien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est... Non mais, c'est un peu dur, mais c'est vrai. Mais non, pas du tout, je te jure, je vais te faire écouter 2-3 sons. Je crois que... Non, mais on n'est pas loin. Mais il s'en fout, le mec, il reprend Barbie Girl. Il s'en tape comme de l'encre. Décomplexé, il assume. Donc, aujourd'hui, le rap est un style musical dans lequel tu retrouves 1 milliard de variantes. Donc voilà, et ça fait du bien parce que finalement tout le monde s'y retrouve. Ok. Il n'y a pas un rap, il y a des raps. Samy, juste avant que je te donne la parole, Badis, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas quel fan de rap tu es. Là, regarde de ce qui est en train de se dire, le fait que ça transcende et que ce soit plus une musique positive, socialement et même personnellement, parce que je sais que tu es très axé sur la personne. Elle dit qu'on a gagné le pari, Juliette, que maintenant c'est une musique reconnue à part entière, populaire, ou je ne sais pas comment on pourrait dire populaire, c'est ça, hein. Où est-ce qu'on a échoué à ce niveau-là? Là, je parle de notre bassin à nous, notre bassin de vie. Alors, on n'est pas dans les campagnes, on est plus dans l'urbain. À quel niveau est-ce qu'on a échoué? Bonsoir tout le monde, et je partage totalement son avis. J'ai une formation en école de commerce et spécialisée en marketing. Donc, ce que vous dites est totalement juste. C'est notre manière, nous, en société, de dire ce qui est juste ou pas, les ventes. Voilà. S'il n'y avait pas les ventes, on n'en parlerait pas. Et ça, c'est une évidence, même si j'aime pas cette approche économique qui est totalement rationnelle comme ça. Okay. C'est pas le seul curseur, les ventes. Non, je suis d'accord avec toi, mais de là à dire que c'est devenu un style de musique, ça vient de quelque part et qu'aujourd'hui c'est considéré comme tel, sans les ventes, ça ne suit pas. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'artistes sur qui on va investir. Il n'y aura rien qui va émerger. Parce qu'on a une logique comme ça. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de rap. C'est clair. Après, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y aurait pas de rap. Voilà.
Maintenant, là où tu dis où on a échoué, là où on a échoué pour moi, c'est sur la prise de recul par rapport à un texte. C'est-à-dire l'individu et les capacités qu'il a à prendre du recul par rapport à un texte. On va y venir. Et c'est sur ça. Bon, là où on a échoué, c'est là-dessus. C'est un peu bizarre quand je dis ça. Si on prend les années 60 avec la liberté sexuelle qui embarque tout avec elle, on a la musique, on a la drogue, on a la défonce, on a tout ça, mais on n'a pas les outils de communication qu'on n'a pas aujourd'hui. Et pourtant, tu regardes la jeunesse de cette époque et tu vois que c'est un mouvement, quoi. Rock'n'roll, sexe, drogue, et on y va. Aujourd'hui, t'en parles, tu vois, les personnes qui ont vécu cette époque-là, ils en parlent avec le sourire, ils vont dire que c'était les meilleures années de leur vie. Le problème, c'est que aujourd'hui, les codes sont différents. Seulement, le texte, ça peut rester dans une tête. Et l'art de vivre quand on découle, parce que quand je vois les gamins, des fois, j'aime pas être dans le jugement comme ça, mais c'est vrai que quand tu discutes avec un gamin qui fait 2 fautes de français quand il se présente, tu vois les chances qu'il a pour prendre du recul. Du coup, je viens de penser à 2 témoignages que j'ai eus. J'interviens très régulièrement en milieu carcéral. Donc j'ai fait 26 établissements entre cet automne et jusqu'au mois de mars. Et j'étais en établissement pour mineurs à Kiev-Rochin dans le Nord. Donc du coup, j'étais avec 5 jeunes et je viens de tilter, tu vois. J'avais 2 jeunes qui me parlaient, en fait, à un moment, on parlait du fait de l'influence et des dérapages qu'on peut avoir, etc. Et eux, ils désignaient le rap comme un support qui les conforte, en fait. Alors je pense que c'est pas juste parce qu'une musique ne va pas forcément t'obliger à aller faire des bêtises. Ça veut dire que vraiment tu es très influençable et qu'il y a un problème. Mais quelque part, il y a un problème de le rap avec cette très forte identification peut te conforter et peut être peut-être un moyen de t'accrocher entre guillemets. Et donc du coup, c'est quelque chose de délicat. Et puis après, j'avais un autre témoignage dans un autre établissement où tu avais un mec en fait c'était à Nanterre, qui a commencé, alors il y avait encore ce débat, le rap, donc désigner le rap comme coupable de leur dérapage. Alors là aussi je suis pas d'accord. Et il y en a un qui disait justement, alors je vais pas reprendre ses propos parce qu'il était assez vulgaire, mais en gros, que le rap t'influence à faire ça, c'est vraiment que, enfin, t'as rien dans la tête. Donc il y a quand même, je sais pas comment faut prendre ça, justement. Samy, quand t'écris. Mais j'aime des rappeurs qui n'y pensent pas. Par exemple, je prends un exemple très simple, si tu connais, je peux me permettre de tutoyer, si tu connais, tu vas directement te rendre compte. Ce que je veux dire, c'est Desporuti. Lui, il fait sûrement pas attention à ce que tu vas penser de ce qu'il dit, en parlant par exemple du fait que l'un noir et un arabe, on est frères jusqu'au jour où il veut se marier avec la sœur du un tel et inversement. Ça me dérange, et j'aime bien. Et je sais qu'il pense pas, que le petit va... Tu comprends ce que je veux dire? Comment? Oui, c'est enregistrable, je crois. C'est ça? Ou Apocalypto, je sais pas. Bon. Il y a quelques sons en particulier où il dit que des choses comme ça. Et moi j'aime bien qu'on me titille où ça fait mal en fait. Et le rap, c'est une partie du rap en fait. Je me suis toujours dit, avant même qu'il y ait tous ces événements-là, qu'il y avait plusieurs rap dans ma tête. Quand j'allais écouter l'IM, j'écoutais pas avec le même cerveau que j'écoutais Médine. Je suis d'accord, petite parenthèse pour les morceaux qui titillent. Pour moi, le texte numéro 1 du rap français restera, et pour moi, constat amer de Kerry James, qui pour moi est une base solide quand on veut comprendre certaines choses. Mais pour revenir à ce qu'on se disait là, il ne faut pas se tromper dans le rôle. L'auteur d'un texte, que ce soit du rap, un livre, peu importe, l'auteur d'un texte doit rester libre. Et il doit rester libre en conscience. L'erreur, ce serait de penser qu'un mouvement emmènerait vers. On pourrait enlever le mot rap et on met islam. Et on pourrait enlever islam et on met économie de marché. On s'en fout, c'est pas le sujet. Il faut faire la distinction entre celui-là qui écrit, qui a le droit d'écrire, qu'il faut inciter à écrire et qu'il faut protéger. Et de l'autre côté, il faut aussi faire la critique de comment on a basculé sur des générations, parce que maintenant on ne peut pas dire une ou des générations, où l'esprit critique de tout est réduit à rien.
Juliette? Alors, moi j'aimerais rebondir sur plusieurs choses. Merci Badis pour Constat Inverse, c'est certainement aussi l'un des textes que je préfère. C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. La poule ou l'œuf en fait. À un moment donné, est-ce que c'est le rap qui influence les gamins? Est-ce que le rap, tu vois, tu sais pas si c'est du coup, c'est les gamins qui finalement inspirent le rap, je sais pas. N'empêche que, après, si tu décides de monter sur un braquage à 5h du matin, je suis pas certaine que ce soit un texte de rap qui t'ait motivé pour le faire. En revanche, peut-être que sur la route pour y aller, tu te motives en écoutant du rap plus que de la musique classique, tu vois. Mais, tu vois, on avait des trucs hardcore quand même. Des AJ, c'était gang en fait à l'époque, tu vois. On avait quand même des trucs trash. Ensuite, et on avait des trucs trash aux États-Unis, on parlait de Doggy Style tout à l'heure, on parle des femmes, du traitement de la femme, enfin, Gynéco, 1,5 million d'albums vendus sur la banlieue, et les Noirs et les Arabes. Il s'agit de ça aujourd'hui. On a quand même eu, si on parle de misogynie très rapidement, il y a quand même des humoristes tels que Sacha Guitry, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sacha Guitry, son fond de commerce quand même c'était d'exploser les meufs et la misogynie. Mais c'est très drôle, tout le monde était mort de rire parce que tout le monde a bien compris que c'était drôle. Claude François, c'est pas lui qui mettait des nanas en poum short il y a 40 ans sur scène, c'est Claudette. C'était même pas, enfin, je veux dire, il était à l'avance dans son délire. Et il tenait quand même des propos surréalistes, du genre, une femme à partir de 17 ans n'est plus intéressante parce que c'est le moment où elle se met à réfléchir. Mais le problème avec personne. Et lui, c'était premier degré, ça en plus. Ensuite, je peux citer Gainsbourg, je peux citer un tas d'autres gens, Brassens, Ferré, les mecs étaient trash. Sauf que on considère que c'est du second degré, c'est de l'art. Le rap, non. Ensuite, il y a cette histoire de discernement. Je pense qu'il y a une part d'éducation des parents, parce qu'il y a une responsabilité. Ça sert à rien d'interdire, parce que de toute façon, moi, mon père m'interdisait d'écouter du rap ou NTM, mais enfin, ça ne m'a pas du tout empêché. Je crois qu'au pire, ça m'a encore plus encouragé, parce que forcément, on a à un certain âge une proportion à faire tout à fait le contraire de ce que nos parents nous disent de faire. Ça sert à rien. Il vaut mieux écouter, s'éduquer, scruter ensemble. Ensuite, sur cette histoire de second degré, nous, là où on a échoué, là où moi je considère que les gens de notre génération ont échoué, et je ne m'inclus pas dedans, j'ai plein de défauts mais pas celui-là, c'est de dire qu'avant c'était mieux. Et d'un seul coup, ça veut dire que la génération qui écoutait du rap et qui a 40 ans aujourd'hui, dit aujourd'hui que le rap d'aujourd'hui c'est de la merde. Et donc du coup ils se comportent exactement de la même façon que nos propres parents à l'époque qui nous disaient de ne pas écouter du rap. Alors que pour le coup, des vieux cons, là. Un peu. Et on devrait suivre le truc aussi. Donc on a aussi une responsabilité. Et enfin, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens, malgré tout. Quand moi je vais voir des gamins, j'étais à Thiers il n'y a pas longtemps dans un collège-lycée à difficulté, vraiment des gamins qui étaient en internat, donc ils voient pas leurs parents, etc., etc. Les gamins m'ont posé 1 milliard de questions improbables, du genre « Mais tu crois pas que Sofiane, s'il continue à faire ça, il va finir en prison ?» Ou des gamines même qui me disent « Bon, alors est-ce qu'il faut vraiment être dénudé sur Instagram pour réussir dans le rap ?» Tu vois? Donc il y a quand même des vrais questionnements. Mais quand tu leur parles avec leur vocabulaire, etc., ils comprennent tout à fait. Et tu leur fais la comparaison avec les films. Alors pourquoi on se pose la question sur le rap? Mais en même temps, quand les gens regardent des séries ou les Avengers ou les super-héros ou même, tu vois, les mecs qui butent plein de gens, etc., ça c'est pas un problème, on sait que c'est un film. Mais la musique, non, pour le coup, c'est pas de l'imaginaire. Enfin, le rap, en l'occurrence, c'est pas de l'imaginaire. Donc je trouve qu'on insulte un peu trop l'intelligence des gamins, d'une, qu'on se déresponsabilise un peu trop en disant ouais, c'est naze, écoute Ayam. Mais enfin, à un moment donné, il n'a pas envie de... Donc à nous aussi de faire l'effort, et puis de faire confiance, parce que je pense que les gamins sont bien moins bêtes qu'on ne le pense. Sabrina, je vais te prendre un témoin. Tu te rappelles quand tu es venue et quand il y avait So? Ah, tu vas réagir. Donc je vais un micro qui tombe pour elle. Ensuite, Sabrina, j'ai une question pour toi. Donc, garde ta réaction en stock. C'est quand Socrate était venu pour débattre sur l'identité, donc Socrate, McTayer, voilà. Tu avais sorti une de ces punchlines qui avait fait grand bruit. La France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Est-ce que ça... oui, c'est une métaphore, mais attends, mais justement, on parle de transmission et d'enfants depuis tout à l'heure. Est-ce que d'enfants, jeunes, adolescents, il faut avoir une certaine intelligence pour la comprendre quand même. Derrière, il y a... Tu penses pas? Ah, c'est bon. Ouais, c'est...
non, mais attends, le thème, c'était pas le rap, là. C'était l'entrepreneuriat, je crois. Oui, il n'empêche que la punchline en question... Non, mais il disait que... Est-ce que par rapport à son texte... Maintenant, ça y est, que les Noirs et les Arabes, ils peuvent entreprendre comme ils veulent, Oui. ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. Oui. Et juste, je lui ai rétorqué qu'il... Il avait dit ça dans un de ses raps, justement. Ouais, Est-ce il qu'on... apprend jusqu'à Calais. Ouais, et puis Voilà. il disait que faire des suites et ouvrir des kebabs, c'est pas ce que tout le monde veut faire en termes d'entrepreneuriat, quoi. Je Il y a comprends. des gens qui voulaient faire... Est-ce qu'en termes d'accompagnement, si des jeunes écoutent ce texte-là, tu penses qu'ils pourraient faire la différence, enfin, comprendre et faire la part des choses? Parce qu'on dit qu'on a l'impression que là, il faut accompagner dans le rap quand tu as des jeunes, des moins jeunes qui écoutent. Si tu les accompagnes pas, ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ah non, parce que juste, je vais rajouter un truc que je comprends pas. Quand on parle d'imaginaire, après je vais répondre. Comme ça, je vais répondre à comprendre la question. Et je vais reformuler. Madame Domino. Non, mais parce que l'imaginaire, moi je comprends pas, parce que pour moi le rap, depuis que je suis petite, c'était justement une expression de sentiment, il n'était pas question d'imaginaire ou de fiction. Quand j'entendais allons à l'Élysée brûler les vieux, les vieilles, pour moi c'était, j'imaginais... Personne ne l'a fait en l'occurrence. Moi j'en rêvais. D'ailleurs, quand j'étais au concert d'NTM, le mois dernier, il y a 3 mois, J'aurais bien aimé le voir, tiens. j'étais là, et en fait, j'ai vu tous les costards-cravates, les quarantenaires costards-cravates et comme ça, je dis, ils ont rien brûlé du tout, ils sont... Donc Akhenaton, il était dans l'imaginaire de l'Égypte. Ouais, mais Shuriken, il était sur les moines Shaolin, machin. Joey Star, NTM, ils étaient dans des concepts donc américains, c'est-à-dire dans le Nord, tout ça. Enfin, Joey, ils étaient même pas en France, les mecs, ils étaient pas à Saint-Denis, ils étaient à New York, tu vois. Ils étaient dans leur délire. Il y avait, bien sûr, t'avais X-Men, enfin tu vois, ça jouait, mais bien sûr que ça jouait sur l'imaginaire, évidemment. Alors, moi j'étais dans le 91, donc j'étais pas... Mais j'étais chez les ch'tis, moi, j'étais à 15 km de Lille, donc si tu veux, à un moment donné, c'était pire encore. Pour moi, le rap, il n'y avait pas fiction, c'était exprime... Non, il y avait peut-être un cahier des charges à l'époque, mais on parle de style musical aujourd'hui, donc ça a évolué évidemment. Le cahier des charges, à un moment donné, c'était de dire des choses sensées, de raconter des choses politiques, sociétales, etc. Ça ne fait plus partie du cahier des charges obligatoire. Mais pas quelques années. Forcément, le reste... Ouais, bah alors du coup, après du coup, je me retrouve en vieille, comme tu disais, là, qui dit c'était mieux avant. Moi, ce que j'entends là, moi, ça me dégoûte. Je me dis... je sais pas, ça donne même pas envie de faire des enfants qui vont écouter ça. Je travaille à la maison d'arrêt de Nanterre. J'entends toute la journée en boucle, ils écoutent des trucs de fou. J'écoute toute la journée. Dans 9 mètres carrés, ils font tourner le truc comme ça, en boucle. Plus toutes les grossièretés, les trucs qu'on n'entend pas chez Kerry. Mais seul le crime lunatique. Ouais, mais c'était. Ouais, mais il fait bien. Alors, je voudrais réagir là-dessus. On peut pas. En fait, le truc, là où je suis vraiment d'accord, c'est qu'on peut pas. En gros, on peut pas dénigrer le rap d'aujourd'hui parce que ce serait ne pas entendre les jeunes et ce qu'ils écoutent et pourquoi ils l'écoutent. Donc, ça fait partie du dialogue et on peut pas avoir des discours de darons et se déconnecter aussi. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de la possibilité d'échanger, de comprendre aussi pourquoi ils écoutent ça. Quand on parlait tout à l'heure, du coup, le fait que tu travailles en milieu carcéral, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils apprécient dedans, est-ce qu'ils se projettent, est-ce qu'ils se font la part des choses, etc. etc. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se couper par rapport à ça. Et par rapport à la musique, chaque époque, en réalité, moi, de mon point de vue, quand tu regardes bien l'histoire, c'est que NTM c'était politisé. C'est que dès le début, c'est une disquette. On fait croire que les mecs sont à Saint-Denis, alors qu'ils sont plus sur Saint-Denis, etc. Donc il y a aussi de l'imaginaire, de la mise en scène, etc. etc. Et nous, on l'a gobé, comme je vais juste finir. Et le fait que toi, alors, on avait aussi plusieurs lectures d'NTM. Tu as des gens qui se retrouvaient à travers parce que en fait, ça racontait leur histoire, et effectivement, le côté conscient, révolte, conditions sociales. Et puis tu as d'autres gens qui aimaient parce que c'était branché, le globo et tout ce que tu veux. Donc il ne faut pas oublier un truc, comme tu le dis, et je suis d'accord avec toi, Rachid, on est dans une autre génération. C'est-à-dire qu'en fait, cette génération, elle a quand même vu qu'on était là, nous, en train de dire, ouais, révolution. Je vois pas trop ce qui a changé, en fait. J'ai même l'impression que la France régresse, par ailleurs, si on parle de questions de racisme, etc., etc. Donc déjà, les gamins ont compris un truc, que nous, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans ce délire-là. Eux, ils se disent, ok, le pouvoir, il est économique. Fin du game. Ouais. Donc nous, tu sais quoi, on veut faire du bif, on veut de l'argent, on veut ça. Parce que de toute façon, la révolution, la politique, le truc, le machin, c'est mort. C'est mort. On a vu nos anciens se casser la gueule là-dessus. En plus, on est quand même dans une société... Et puis en plus, c'est pas propre au rap, c'est que le rap...
et suit aussi ce qui se passe dans le monde, globalement, la société, on n'a pas le temps. T'as quand même des mecs comme Kalash Criminel, peut-être, d'un seul coup, il va te parler de Bicrave, de poulet, et après de France CFA et de Kadhafi, tu vois, tu dis, ah ouais, géopolitique, ok, super. Mais ça tient et la après, il revient, ça tient grave la route, mais c'est une autre forme d'écriture.